Voilà, et donc je m'appelle Franck Petit, je suis professeur de droit, ma spécialité c'est le droit du travail, et puis aussi le droit de la protection sociale, et c'est à la suite d'une rencontre avec Monsieur Labbé que j'ai pris contact avec votre association. Monsieur Cormon m'a sollicité, je le remercie. Alors, qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, en tant qu'universitaire, à ce que, à l'université, on appelle les praticiens? Peut-être une connaissance des textes, une connaissance de la jurisprudence. Et donc, nous allons évoquer ces nouvelles pratiques de l'accompagnement sous l'angle du droit à l'accompagnement. Alors, il se trouve qu'il y a très peu de juristes qui s'intéressent au droit à l'accompagnement. C'est un concept ancien qui est connu dans le travail social, qui est connu également en matière d'art médical, mais qui juridiquement n'était pas conceptualisé. Et pour la première fois, donc après la loi de 2005, après le plan de cohésion sociale, dans le Code du travail, on voit apparaître un titre, le droit à l'accompagnement, au-dessus d'ailleurs du développement qui traite du civisme. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de montrer que donc ce droit à l'accompagnement répondait à un véritable concept. Alors, je vais vous présenter les différents thèmes que nous allons aborder, et puis une fois que nous aurons terminé, nous essaierons d'ébaucher une définition juridique de l'accompagnement. Alors il faut savoir que les premières décisions sont rendues maintenant depuis 3-4 ans à propos des contrats aidés, à propos du stage, à propos du PPAE, et puis des arrêts donc qui considèrent maintenant de manière assez certaine que les dispositifs d'accompagnement sont des éléments essentiels de ces contrats de travail d'un type particulier. Alors, si l'accompagnement est omniprésent dans la pratique, il reste toutefois largement méconnu en tant que prérogative, en tant ce qu'on appelle d'intérêt juridiquement protégé. Peut-on dire qu'il existe au profit du salarié sans emploi ou du salarié même en emploi, donc notamment du jeune, existe-t-il un droit à l'accompagnement ? Il n'y a pas actuellement de définition dans les ouvrages juridiques. C'est donc dans le dictionnaire de la langue française qu'on se tourne pour essayer de définir cet accompagnement. Dans le Petit Robert, on nous dit « L'accompagnement se définit comme l'action de se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui ». Et en exergue de cette définition figure l'idée de mouvement. Accompagner, c'est escorter une personne sur sa voie plutôt que la diriger ou la contrôler. Alors, d'un point de vue juridique, on pourrait rapprocher l'accompagnement de la notion d'assistance. Notion proche, mais une distinction demeure. Dans son sens technique, l'assistance n'est pas seulement un appui à la décision, l'assistance n'est pas seulement une mission de conseil, elle se révèle aussi à travers le contrôle de l'assisté. L'assistance peut aussi plus généralement se traduire par une aide d'ordre matériel ou moral. Eh bien, la notion d'accompagnement dépasse ces deux conceptions de l'assistance en lui faisant perdre sa dimension statique. Même s'il comporte une aide matérielle, financière ou morale, même s'il associe un mécanisme de contrôle, il est davantage question, dans le cadre d'un accompagnement, de responsabiliser la personne dans une démarche dynamique, d'être à ses côtés en continu pour l'aider à trouver sa voie et à conserver intacte sa capacité de réflexion dans les difficultés qui l'atteignent. L'objectif ici est de l'aider à retrouver son autonomie ou à la préserver. L'accompagnement est de caractère continu, il est individualisé et il présente la particularité de s'inscrire dans la durée pour aider l'individu à franchir une difficulté, pas seulement en droit du travail, difficulté d'ordre médical, social, ou plus généralement pour réaliser un projet. Du point de vue de la finalité, l'accompagnement s'apparente donc moins à une assistance qu'à une aide à l'apprentissage. Du point de vue juridique, l'accompagnement renvoie à des mécanismes de droit social, soit dans l'optique d'accompagner la personne dans une démarche professionnelle, on parlera d'accompagnement professionnel, soit dans le but de lutter contre l'exclusion de ceux qui ne peuvent obtenir un emploi, il s'agira d'accompagnement social. Mais cette distinction, même si elle garde son intérêt, si elle garde sa pertinence, cette distinction, en général,
s'efface. L'accompagnement professionnel n'apparaît pas exclusif des techniques d'accompagnement social, notamment lorsque la situation sociale de la personne devient un obstacle à la recherche ou un maintien d'un emploi. Du champ professionnel jusqu'au champ social, l'accompagnement occupe en fait maintenant une place grandissante, pas seulement sur le terrain du fait, de la pratique du travail social. Il occupe ce concept maintenant une traduction complète dans l'ordonnancement juridique. Et on voit apparaître notamment dans les index des codes la notion d'accompagnement individualisé. C'est vrai que les auteurs en parlent peu. Le seul ouvrage qui en parle, c'est l'ouvrage que vous connaissez peut-être, Droit de l'aide et de l'action sociale, messieurs Borgetto et Lafort. Ils en ont parlé dès la première édition de leur ouvrage et c'était intéressant de le souligner. Il ne suffit pas de le reconnaître ou de dire qu'il s'agit d'un droit. Pour lui donner toute l'ampleur d'un droit subjectif, il faut que ce droit apparaisse comme une créance contre ou face à un débiteur ou à ses débiteurs. Cela nécessite d'envisager l'accompagnement sous l'angle de sa méconnaissance, plus exactement dans le cadre des sanctions judiciaires, donc les sanctions que le juge peut prononcer à l'égard du débiteur pour l'obliger à satisfaire ses devoirs, notamment ses engagements. Alors plusieurs situations vont retenir notre attention. Que risque un employeur s'il ne met pas en œuvre les dispositifs d'accompagnement prévus par exemple dans un contrat aidé ou même d'ailleurs dans un contrat de droit commun, puisque le droit à l'accompagnement existe aussi pour le salarié donc titulaire d'un contrat de droit commun. Un peu hors trait parce que c'est trop fort sinon. Que risque l'association intermédiaire lorsqu'elle néglige d'offrir aux salariés les prestations d'accompagnement auxquelles il peut prétendre? Alors pourquoi l'association intermédiaire? Parce qu'il existe un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin sur cette question-là. Enfin, que risque l'organisme de placement en cas de manquement aux obligations d'accompagnement d'un demandeur d'emploi? Alors, je vais donc placer mon propos dans trois directions, l'orienter sur trois directions. D'abord, la reconnaissance des obligations d'accompagnement, puis nous verrons comment on peut ébaucher un concept d'accompagnement vers et dans l'emploi, et puis enfin, partie 3, les conséquences d'une méconnaissance des obligations d'accompagnement. Alors, première partie, donc chapitre 1, la reconnaissance des obligations d'accompagnement. Alors, vous avez vu, j'ai mis un certain nombre de thèmes. Il est sûr que pour ce qui est du bénéficiaire d'un CIVIS et surtout de la garantie jeune, on manque encore de textes importants. D'autant plus qu'on n'a pas assez de recul pour mesurer finalement les effets de cet accompagnement. On en a plus pour le CIVIS, qui est inscrit dans le Code du travail. Ça vibre un peu. Alors on commencera par le salarié dans l'emploi d'avenir. On fera aussi les dispositifs d'accompagnement dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le dispositif d'accompagnement qui est assez classique, qui sert de modèle d'ailleurs de l'apprenti. On passera rapidement sur le CIVIS et la garantie jeune, à moins que vous ayez des interventions et des interrogations sur la nature même de cet accompagnement. Des textes nouveaux ont rénové l'accompagnement du stagiaire, c'est la loi de 2014. Il y a aussi quelques informations qui nous sont données par les textes sur le bénéficiaire du RSA et sur la façon dont il est accompagné. Nous évoquerons l'accompagnement du demandeur d'emploi indemnisé. Et puis, je sais que vous avez déjà eu des informations, mais ce droit à l'accompagnement du salarié en emploi se structure également dans le contrat de droit commun. Alors, d'abord, dans l'emploi d'avenir, cet accompagnement se traduit par la réalisation d'actions de formation, lesquelles sont sanctionnées par la délivrance d'une attestation de formation ou d'expérience professionnelle. Et les textes insistent là-dessus, il nécessite la mise en œuvre d'un suivi personnalisé. Voyons d'abord l'engagement sur les actions de formation. En contrepartie des efforts de formation qu'il prodigue, l'employeur bénéficie d'une aide substantielle, rebaptisée aide à l'insertion professionnelle. Celle-ci est attribuée au vu des engagements
qu'il prend, notamment, et je cite le texte de loi, sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Le législateur exige aussi de l'employeur qu'il s'engage, et là je cite toujours le texte, obligatoirement sur les actions de formation réalisées prioritairement pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de la qualification et ou de ses compétences et sur les moyens à mobiliser pour y parvenir. Et à cette fin, les modalités d'organisation du temps de travail doivent être définies et précisées de telle manière à permettre la réalisation des actions de formation. Deuxième aspect caractéristique de cet accompagnement, la délivrance d'une attestation de formation ou d'expérience professionnelle. Le législateur souhaite que ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant aux bénéficiaires de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur. L'employeur est en particulier invité à favoriser les actions de formation permettant la préparation d'un diplôme ou d'un concours, partant du principe que cet emploi d'avenir est principalement un moyen d'acquisition d'une compétence. Le législateur a prévu donc la délivrance par l'employeur d'une attestation de formation, d'une attestation d'expérience professionnelle ou d'une VAE, une validation des acquis de l'expérience, éventuellement doublée d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. En toute hypothèse, on le voit, la présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir. Enfin, quelques mots dans la loi sur le suivi personnalisé dans le cadre du tutorat, parce qu'en effet, l'encadrement se fait par la mission, mais il est double. Vous savez que l'accompagnement se fait également en interne sur les lieux mêmes du travail. Donc le salarié fait l'objet d'un suivi personnalisé au sein de la mission locale. Par ailleurs, l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements patronaux sur les conditions d'encadrement et de tutorat. L'employeur doit donc désigner en interne, in situ, un tuteur chargé d'accompagner le salarié lors de l'exécution de ses tâches professionnelles ainsi que dans son parcours de professionnalisation. Alors, deuxième point, c'est le B, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Là également, les textes sont très précis. Ce qui est assez curieux, c'est qu'autrefois, avant la loi de 2004, le tutorat était obligatoire. Il faisait l'objet de dispositions communes, quels que soient les contrats dans le Code du travail. Et puis en 2004, il y a eu un repli, il a été rendu pendant un temps facultatif. Mais il est redevenu obligatoire dans le contrat de professionnalisation assez récemment avec la loi de 2014. En effet, au terme de l'ancien article D6325-26, un tuteur pouvait être désigné, et cela pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes qui travaillaient dans le cadre de ces contrats anciens, non pas rénovés, contrats de professionnalisation. Alors cette désignation était devenue facultative. Désormais, le décret du 22 août 2014, pris en application de la loi du 5 mars 2014, rend cette désignation obligatoire. La modification était attendue. On fera tout de même remarquer un certain désintérêt pour le tutorat. Pourquoi ? Parce que dans le Code du travail, vous savez, il y a la partie en L, la partie en R. On ne trouve ces éléments d'information sur le tutorat que dans la partie en décret simple. N'aurait-elle pas fallu insister davantage sur la mission d'accompagnement de tutorat à travers des textes situés plus haut dans la hiérarchie des normes. En tous les cas, il demeure un maillon indispensable à l'adaptation du salarié à son emploi pendant les périodes de travail et puis aussi adaptation du salarié à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel. Le régime de ce tutorat se trouve aux articles D6325 et suivants. Ces articles donnent des indications sur les conditions de désignation du tuteur, notamment sur sa qualification, son ancienneté, sur le nombre de salariés qu'il peut suivre, sur l'objet de sa mission, sur le temps nécessaire pour exercer sa mission. Il n'est pas rare, vous le savez peut-être, que ces précisions, il n'est pas rare qu'elles soient reprises par une convention collective. Les partenaires sociaux, d'ailleurs, avant la réforme de 2014, avaient rendu obligatoire le tutorat dans les contrats de professionnalisation. On retiendra de ces textes
que l'employeur doit choisir le tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, ceux qui justifient d'une ancienneté professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation. Ces tuteurs doivent nécessairement appartenir à l'entreprise et sont désignés sur la base du volontariat. Et on verra que c'est un élément constitutif caractéristique du tutorat ou de l'accompagnement, c'est que dans l'entreprise notamment, l'accompagnateur est choisi de manière volontaire. La question est de savoir si, une fois qu'il est volontaire et qu'il a décidé d'encadrer un jeune, est-ce qu'il peut se retirer de cette situation d'accompagnement? On en dira un mot tout à l'heure. L'employeur, d'ailleurs, peut se désigner lui-même tuteur s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Concernant le nombre de salariés que peut suivre une même personne, il est fait une distinction entre les tuteurs salariés et les tuteurs employeurs. Mais je n'insiste pas sur ces questions-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les 5 volets qui caractérisent l'accompagnement en contrat de professionnalisation à l'article D6325-7. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, les textes sont très précis, plus précis qu'en matière d'apprentissage. 5 volets. Premier volet. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat. Deuxième volet, il est chargé d'organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire. Troisième volet, il est chargé de veiller au respect de l'emploi du temps de ce jeune salarié. Quatrième volet, il assure la liaison avec l'organisme de formation, avec le service chargé des évaluations. Et enfin, il participe à l'évaluation du suivi de la formation. En effet, maintenant, de plus en plus, il y a une évaluation qui est faite donc sur le suivi de la formation. Et puis, il y a un texte intéressant. L'employeur doit permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Alors, une question assez simple, la réponse arrivera rapidement. Est-ce que le tutorat est exercé nécessairement pendant le temps de travail ? Bien sûr, on est en droit de le penser. Le tuteur exerce sa fonction d'accompagnement en tant que salarié de l'entreprise et au profit d'autres salariés de l'entreprise. Je n'insiste pas, mais par exemple, dans les départements d'outre-mer, pour ceux qui sont représentants de ces territoires, il existe aussi des facultés dites de parrainage, qui sont un petit peu similaires. On pourra se demander si elles sont utilisées ou pas, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le parrainage, dans les textes, est gratuit ici. Il est volontaire, et puis surtout, il n'est pas rémunéré. Maintenant, pour l'apprenti, on connaît la place qu'occupe l'accompagnement dans le contrat d'apprentissage depuis longtemps. Ce maître, vous savez, au départ, n'était pas choisi seulement pour conduire le jeune vers un métier. Le maître d'apprentissage poursuivait, complétait la tâche de l'instituteur et celle des parents en délivrant une forme d'éducation. Et à cette fin, et le texte existe toujours, il doit offrir des garanties de moralité. Et notamment parce qu'à l'époque, très souvent, le maître d'apprentissage donc accueillait le jeune chez lui, le logeait. Et puis, c'est assez intéressant, on a gardé ce texte un peu désuet dans le Code du travail, selon lequel il s'agirait d'une forme d'éducation alternée. Voilà. Mais c'est pas choquant en soi, c'est quand même une forme d'éducation. Aujourd'hui, l'apprentissage n'a pas vraiment ce sens, n'a pas le sens qu'on lui prêtait en 1804, même si, et la Cour de cassation le rappelle, ce rapport révèle l'existence d'un lien très étroit entre le maître et l'élève. Désormais, le maître d'apprentissage se cantonne dans un rôle de formateur professionnel et recueille rarement le jeune à son domicile. Le texte nous dit ceci. Il revient au maître d'apprentissage d'assurer aux jeunes une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Certes, il doit toujours, je vous l'ai dit, offrir des garanties de moralité, mais donc il ne s'agit plus vraiment de poursuivre une éducation donc parentale, à laquelle d'ailleurs renvoie le mot tuteur. Ici, on parle de maître d'apprentissage.
Alors, le maître d'apprentissage se préoccupe exclusivement de formation professionnelle et à ce titre, il est dit, le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée. Et cela en liaison avec le centre de formation. Et c'est là qu'apparaît la particularité du contrat d'apprentissage, offrir à la fois une formation et un travail, particularité qui le distingue du contrat de droit commun. Le législateur trouve que la place de l'apprentissage est encore faible. Vous connaissez les chiffres actuellement, hein, on est à 400 000 apprentis, un chiffre qui est en baisse puisqu'on a perdu 30 000 apprentis en une année. Le législateur s'efforce d'en faciliter les conditions de recours, notamment il a modifié déjà les conditions d'âge du bénéficiaire et puis il en a réformé récemment le financement. Alors, quelques mots sur ce maître d'apprentissage. Parmi les conditions de conclusion du contrat d'apprentissage, il y a l'exigence d'une désignation d'un maître d'apprentissage. C'est très clair dans les textes, je ne vais pas vous lire le texte, mais vous savez aussi que depuis la loi de 2005, il est possible de nommer de faire partager la fonction tutorale par une équipe, par plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, au sein de laquelle, de toute façon, sera nécessairement désigné un maître d'apprentissage. La suite du régime apporte des éléments de précision sur la mission, sur la nature des compétences. Aussi, on trouve des éléments dans la partie réglementaire du Code sur le nombre d'apprentis qu'un employeur peut embaucher. Hein, c'est entre 2 et 3, ça peut monter jusqu'à 3. Ce qui est intéressant ici, et je pense que c'est une chose que vous pouvez vérifier vous-même, dans la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage, l'employeur doit garantir que les compétences professionnelles et pédagogiques, ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Il faut donc indiquer le nom de ce maître d'apprentissage, il faut faire cette déclaration, et c'est une obligation qui est sanctionnée pénalement. Ce n'est pas un délit correctionnel, c'est simplement une contravention de 4e classe. Il existe d'ailleurs aussi des sanctions administratives, puisque le service chargé de l'enregistrement peut justement refuser cet enregistrement si on remarque un manquement aux obligations mises à la charge du maître d'apprentissage ou lorsque celui-ci ne présente plus les garanties de moralité requises. Dans ce cas-là, il revient à l'employeur, à la suite de mise en demeure, de corriger la situation le plus rapidement possible. Sinon, il pourra être mis fin, justement, à ce contrat. Alors, je vous ai dit maintenant, pour le bénéficiaire d'un CIVIS et de la garantie jeune, ce qui est intéressant pour le CIVIS, c'est que, en effet, il existe des dispositions assez précises dans le Code du travail. Alors, c'est vrai, dans la partie réglementaire en D, hein, et notamment voilà la définition qu'on en donne dans la partie réglementaire du Code. Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu d'une part des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable identifié préalable à la signature du contrat ou au plus tard dans les 3 premiers mois suivant la signature du contrat. Alors, en quoi se manifeste juridiquement cet accompagnement ? Ça, je pense que vous le savez. Vous savez que la personne, le référent qui est en charge de l'accompagnement, doit faire des propositions aux jeunes. Hein, le convoquer, s'entretenir avec lui régulièrement. Il existe d'ailleurs une gradation dans l'accompagnement selon le type de public. En tous les cas, en fonction de la situation et des besoins du jeune, le référent doit proposer l'une des 4 voies suivantes. Un emploi, une formation professionnalisante, une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion, et puis aussi, 4e point, une assistance renforcée dans la recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, puisque c'est aussi une voie qui peut être privilégiée. Voilà.
Sur la garantie jeune, je ne sais pas si vous avez peut-être des indications où on pourra poursuivre la discussion sur ce sujet, mais manifestement encore les textes feront l'objet d'une évaluation, évaluation dans le cadre d'une loi définitive. Et donc, pour l'instant, c'est encore un terrain d'observation. Voyons maintenant le stagiaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de stagiaires qui grossit en France. J'avais fait une note sur la technique de la convention de stage, plus exactement la convention de stage comme technique d'accompagnement vers l'emploi. En 2008, il y avait à peu près 700 000 jeunes stagiaires et vous savez qu'actuellement, nous dépassons 1 300 000 stagiaires. Et donc, il était urgent de réviser les conditions du stage. C'est chose faite avec le décret du 27 novembre 2014. Et puis également aussi le bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale. Ces décrets et ce bulletin ont produit maintenant un nouveau modèle de convention de stage. Alors, placé dans une situation concrète de travail, le stagiaire n'est plus tout à fait un étudiant, mais conservant un lien étroit avec son établissement de formation, il ne saurait en aucun cas être assimilé à un salarié. La qualification de stagiaire se mesure dans la distance que l'on met avec celle de salarié. À la différence du contrat de travail à durée indéterminée, vous savez qu'il peut ne pas se passer par écrit encore, même si les textes sont un petit peu en retard par rapport à ce que nous demande le droit communautaire. Eh bien, comment se reconnaît une convention de stage ? D'abord par l'existence d'un écrit formel. Il y a donc un formalisme ici, institué en vue de protéger le jeune. Et désormais, on le sait, dans les textes, il faut 5 signatures. L'étudiant, l'établissement de formation et l'enseignant référent, c'est le terme qu'on lui donne, enseignant référent, l'entreprise d'accueil et le tuteur de stage. Voilà. 5 signataires, c'est assez d'ailleurs pour les organismes de formation comme les universités, c'est assez contraignant puisque maintenant il faut faire la chasse aux enseignants pour qu'ils soient enseignants référents. Ils ne peuvent pas en suivre plus de 16 dans l'année. Et je n'arrête pas de dire à mes collègues maintenant, vous savez, les choses ont un petit peu changé. Le texte nous dit il faut faire un suivi régulier, nous dit le texte, de ces jeunes, et donc cela implique de prendre un contact normalement avec l'entreprise d'accueil, ce que les universitaires ne font pas encore de manière régulière, mais je pense qu'il faudra un jour ou l'autre qu'ils le fassent, puisqu'ils sont des grands prescripteurs, les universités sont des grands prescripteurs de conventions de stage. Le suivi régulier est double. Il y a un suivi, je vous ai dit, de l'enseignant, et c'est le Code de l'Éducation nationale qui insiste sur l'importance de la fonction de l'enseignant. L'enseignant référent est tenu de s'assurer auprès du tuteur à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. Quant au tuteur en entreprise, lui, il était désigné depuis plus longtemps. Il doit être garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage concernant les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de la formation. Et là, je cite un texte de loi, article L 124-2 du Code de l'éducation. Un accord d'entreprise, là encore, peut venir compléter la mission d'un tuteur et aussi valoriser cette fonction qui est encore assez méconnue. Alors, quelles sont les mentions obligatoires du point de vue de l'accompagnement, les mentions obligatoires qui doivent figurer dans cette convention de stage ? Vous savez qu'en matière de CDD, la problématique est la même. Il y a des mentions dites obligatoires, mais on ne dit pas celles qui sont essentielles. Vous savez, celles en l'absence desquelles il y aura requalification. C'est le juge qui décide. Notamment, par exemple, on sait qu'il y a une mention qui est essentielle dans le CDD, c'est l'objet de recrutement, puisque on est dans un cas d'énumération limitative des possibilités de recours. Il faut absolument que le salarié puisse isoler l'hypothèse de recours au CDD.
Alors, ici, c'est la même chose. Je pense que pour la convention de stage, il faudra définir les activités confiées aux stagiaires. Cela constitue assurément une clause fondamentale de la convention, de même que celle qui détermine dans l'entreprise la personne chargée d'accompagner le stagiaire. Il faut en effet replacer le stage dans son objet, l'accompagnement vers l'emploi, ce qui implique la réalisation d'activités conformes à l'objectif pédagogique du stage. La qualification de stage sera donc contestée s'il manque au stage une dimension pédagogique. Alors ça, c'est une solution acquise depuis très longtemps en jurisprudence, un premier arrêt le 27 octobre 1993, et c'est important, la Cour de cassation nous dit, comme en matière de contrat de travail d'ailleurs, la volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le stagiaire dans l'entreprise. La qualification de stage doit donc également être écartée, à mon avis, lorsque la convention ne fait mention d'aucun accompagnant chargé dans l'entreprise et dans l'organisme de formation de suivre étroitement le stagiaire dans son activité, et cela afin d'assurer la transition entre le savoir théorique et le savoir professionnel. Reste la question de savoir si l'omission d'une mention sur les compétences, car c'est une nouvelle rubrique qui apparaît, les compétences à acquérir. Vous le verrez, c'est très souvent d'ailleurs, l'université ou le centre de formation fait confiance à l'organisme d'accueil pour que cette rubrique soit complétée. Mais nous-mêmes, nous travaillons sur l'acquisition des compétences. Dans des matières telles que le droit, l'économie, la gestion, c'est une pratique donc connue. Mais vous comprenez bien qu'en matière de philosophie, d'histoire, de lettres modernes, c'est un exercice très très neuf. Et pour eux, c'est une difficulté pour remplir donc ces conventions. Les organismes de formation se font aider des organismes d'accueil. Alors, je vous dis, ça me paraît être une clause importante. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas que la convention de stage rentre en concurrence avec le contrat de travail, quel qu'il soit. Poursuivant une finalité pédagogique, il ne peut servir à pourvoir un emploi permanent, de même qu'il ne permet pas de confier aux stagiaires des tâches habituellement assurées dans le cadre d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. Et maintenant, le texte qui existait dans un décret a été repris par la loi du 10 juillet 2014. Et assurément, il s'agit d'un durcissement dans les conditions de recours au stage. Depuis le décret du 29 août 2006, ce qu'on appelait les décrets Pécresse, on savait déjà qu'il était interdit d'utiliser le stage pour pourvoir un emploi permanent. Depuis lors, le législateur a fait sienne cette règle. Il convient d'être ferme à l'égard de cette règle, découverte par la jurisprudence. Comment faire apparaître cette violation ? Le plus souvent, c'est par l'absence de formation. Et l'arrêt que j'ai cité tout à l'heure de 93 était exemplaire sur ce point. Le stagiaire ne suivait aucune formation. Il reste à se demander, et la question n'est pas simple, si un stagiaire peut, sans être affecté à un emploi permanent, s'il peut effectuer des tâches qui relèvent du fonctionnement normal de l'entreprise, peut-il exercer ce que la jurisprudence, les textes appellent des tâches régulières, normales, classiques, professionnelles ? Eh bien, la jurisprudence n'y est pas défavorable, et notamment dans un arrêt du 17 octobre 2000, qui a été confirmé par un arrêt de 2007, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la mise en situation réelle de travail d'une personne en tant qu'attaché commercial en informatique et services. En l'espèce, le stagiaire effectuait des tâches classiques. Il avait même obtenu des commandes d'un montant supérieur à 100 000 euros. Voilà. Et on avait pu penser, c'est ce que pensait le stagiaire, qu'il s'agissait véritablement d'un emploi permanent. Mais en fait, la Cour de cassation était restée sur le strict terrain de l'exécution d'une convention de stage. Elle avait considéré que l'accomplissement des tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise n'était pas de nature à exclure la mise en œuvre d'une convention de stage. Alors, je pense que la loi du 10 juillet 2014 veut bousculer cette jurisprudence. C'est possible. Parce que nous dit le texte ? Il nous dit il est interdit le recours
On interdit le recours à un stage pour l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas confier des tâches professionnelles à un stagiaire? Je ne le crois pas. Je pense qu'en effet, ici, ce qui est interdit, c'est de lui confier des tâches professionnelles dans le cadre d'un emploi permanent, c'est-à-dire quand il remplace donc un titulaire. En revanche, s'il est en sureffectif dans l'entreprise et que le salarié en emploi lui confie des tâches régulières, même professionnelles, eh bien c'est une situation qui profite à tous. Je ne vois pas comment on peut former un stagiaire si on écarte toute tâche professionnelle. Et vous le savez bien, donc Pôle emploi utilise les évaluations en milieu de travail, par exemple. Je pense que même si il y a un texte de loi pour cela, je pense que d'une façon générale, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et il est exclu de cantonner les stagiaires dans des stages qu'on va appeler stages photocopie. Mais vous avez vu, le texte quand même va très loin. Il faut faire, à mon avis, une distinction entre ce qu'on appelle les tâches et les emplois, les tâches composant l'emploi, sachant qu'il y aura ici une valeur ajoutée pour le stagiaire que d'effectuer ces tâches. Voilà pour le stage. Pour le RSA maintenant, ce qui est intéressant, c'est, vous vous souvenez, le contexte de création de ce dispositif d'accompagnement. Le RSA, vous savez, relève d'un autre code, le Code de l'action sociale et des familles, article L115-1 du Code de l'action sociale. Et il ne se contente pas d'élever la lutte contre la pauvreté et les exclusions au rang d'impératif national. D'ailleurs, à ce sujet, le texte est formulé ainsi, des juristes se disent qu'est-ce que c'est qu'un impératif national? Est-ce que cette formule n'avait pas à figurer dans un exposé des motifs d'une loi? Que vient faire ce texte sans contenu normatif dans le Code? Mais peu importe, je pense que, en tout cas, ces déclarations, ces textes déclaratoires peuvent avoir un intérêt, notamment pour la compréhension donc de la suite du dispositif. Il expose les moyens que doivent mettre en œuvre l'autorité administrative et les organismes sociaux pour réaliser cette fin. Outre l'obligation, et je cite la loi, de prendre les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits. Droit à l'information, c'est une composante du droit à l'accompagnement. Pèse sur ces institutions le devoir d'aider les intéressés à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides. Et là, je pense que la lettre de la loi n'est pas neutre. La personne démunie n'est plus seulement en droit de demander, c'est bien l'idée d'un devoir qui est exprimé, mise à la charge, vous avez vu, de l'autorité administrative et des organismes sociaux. On attend donc de la collectivité un comportement actif pour éradiquer la pauvreté. Loin de se cantonner à l'octroi d'une aide matérielle, le service qui est attendu, peut prendre la forme d'un accompagnement personnalisé, et le terme apparaît ici à l'article L115-1 du Code de l'action sociale et des familles. Et ce qui est intéressant, c'est que le même texte précise les domaines dans lesquels la lutte contre l'exclusion doit se développer. Ce qui est intéressant, c'est que le premier domaine qui est cité, c'est bien l'emploi. Car on pense que l'autonomie, elle commence d'abord par la détention d'un emploi. Et puis ensuite, on cite logement, protection de la santé, justice, éducation, formation et culture, protection de la famille et de l'enfance. Et petit à petit, vous devez en avoir conscience, en effet, le droit à l'accompagnement se diffuse dans ces disciplines. Je prends l'exemple de la protection de la famille et de l'enfance, avec les mesures qu'on appelle les MASP et les MAGE. Sans doute vous les connaissez, les MASP, mesures d'accompagnement social personnalisées, et en cas d'échec de la MASP, qu'on appelait autrefois la tutelle aux prestations sociales, on passe à la MAGE plus contraignante, c'est plus un contrat, là c'est une décision de justice, mesure d'accompagnement judiciaire. Et vous voyez, la notion d'accompagnement qu'on trouvait en droit social migre sur les terres du droit civil, et c'est une chose qui est très intéressante à constater. Et quand on visite ces domaines, on n'est pas étonné de voir qu'une figure domine, c'est la figure du contrat. L'accompagnement, donc, naît d'un contrat.
En tous les cas, cet accompagnement fait l'objet d'un intérêt renouvelé avec le RSA. Et en fait, c'est vrai, l'institution du RSA s'est affichée comme l'occasion de redynamiser les dispositifs d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, et puis vous le savez aussi, les personnes qui sont en emploi également. La particularité du RSA est d'affirmer le rôle que la collectivité, elle-même tenue à une obligation d'insertion, doit jouer pour soutenir, dans le cadre d'un accompagnement, la démarche d'insertion, avec l'aide d'un accompagnement personnalisé, pris en charge par les organismes de placement et éventuellement les départements. Les bénéficiaires du RSA sont tenus de rechercher activement un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale. On peut même affirmer à la lecture de l'article L 115-2 que l'accompagnement s'inscrit comme un instrument privilégié pour la réalisation de cet impératif. Quelques mots aussi sur les dispositifs d'accompagnement mis au service du demandeur d'emploi indemnisé. Alors, je vais aller très vite sur l'historique. Vous vous souvenez que c'était pour cette raison que la Convention de 2000 n'avait pas été agréée. On exigeait trop des parties. Il a fallu attendre la Convention de 2001 et Convention relative à l'aide au retour à l'emploi, et on s'est rendu compte qu'à partir de ce moment-là, les partenaires sociaux ont montré qu'il était important, qu'il était impératif d'associer le plus étroitement possible, l'indemnisation du chômage à l'objectif de retour en emploi. Et l'instrument, c'était un contrat qui disait pas son nom, c'était le PAR, et vous savez qu'il y avait eu un grand contentieux sur cette question-là. C'est pour cette raison que quelques années plus tard, on garde le même support contractuel, car c'est quand même une forme de contrat, mais on l'appelle le PPAE, et cela pour tourner le dos aux difficultés juridiques qui avaient été suscitées par la nature du PAR. Alors, si on voit la Convention, que dit la Convention sur le PPAE? Elle permet d'obtenir une évaluation personnalisée des compétences de l'intéressé afin de définir les aides nécessaires à son reclassement. Le PPAE peut comprendre par exemple des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience. Tous ces efforts s'orientent vers la recherche d'une activité, salariée ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut aussi favoriser la création ou la reprise d'une entreprise. Alors, un débat s'est élevé et il perdure sur la nature juridique des obligations contenues dans ce PPAE, de ce contrat. De cette signature résulte-t-il de nouvelles obligations à l'égard du PPAE? Le juge tant judiciaire qu'administratif a pu en douter. Un arrêt important de 2007, 31 janvier 2007, avait montré que justement ces contrats d'indemnisation signés par les demandeurs d'emploi n'avaient pas pour objet d'individualiser les engagements des uns à l'égard des autres et partant ne pouvait faire obstacle à la révision des droits à indemnisation décidés par les partenaires sociaux. Quelques collègues avaient décrit ces contrats qui sont des faux contrats comme des contrats pédagogiques. C'est pour rappeler la lettre de la loi. Donc le demandeur d'emploi n'est pas dans une situation contractuelle, il est bien dans une situation qu'on va dire plutôt statutaire. Voilà. Et il est soumis au changement des règles, même s'il a signé un contrat qui semble plus favorable. En tous les cas, il y a une autre discussion, parce qu'à cette époque-là, on s'intéressait à une forme de résistance aux modifications des droits à indemnisation. Aujourd'hui, il faut raisonner autrement. Quelle que soit la source des obligations du PPAE, il est patent que l'indemnisation du demandeur d'emploi a été réorganisée dans une logique d'articulation de droits et de devoirs, contribuant à considérer cette indemnisation comme la contrepartie d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi. L'indemnisation et l'aide au retour à l'emploi sont liées. Chaque salarié est engagé dans une relation contractuelle qui l'oblige non pas seulement à rechercher activement un emploi, mais également à accepter, vous connaissez peut-être cette notion qui a du mal à faire sa place, c'est celle d'offre raisonnable d'emploi. L'organisme de placement lui-même s'engage à assurer le suivi individualisé du demandeur d'emploi, plutôt que de raisonner uniquement
en termes de manquement du demandeur d'emploi à ses obligations, entraînant par exemple une radiation, une suspension des droits. On doit aussi pouvoir mettre en avant la responsabilité de l'organisme de placement, c'est-à-dire s'intéresser aux conséquences juridiques de la méconnaissance du droit à l'accompagnement. Et peut-être que vous avez suivi ces discussions, qui d'ailleurs ont cours actuellement devant la Cour de cassation. On attend une décision, elle n'a pas été prise encore, et devant le Conseil d'État également. En tout cas, on a comme repère une décision que je vais expliquer tout à l'heure du tribunal de Paris qui a condamné une agence Pôle emploi à convoquer un demandeur d'emploi insatisfait, à lui communiquer des offres, et puis surtout, le texte, plutôt la formule apparaît, manquement à l'obligation d'accompagnement qui se traduit donc par un droit à réparation, l'octroi de dommages et intérêts. Dans le contrat de droit commun maintenant, eh bien, on peut dire aussi qu'il existe des obligations d'accompagnement. C'est difficile à cerner, mais moi j'en ai repéré 3. La première, vous connaissez peut-être, elle est historique maintenant, reprise par le Code, l'accompagnement pour s'adapter à l'évolution de son emploi. Vous savez que c'est à la charge de l'employeur de s'intéresser à cette adaptation. Concrètement, c'est un arrêt de 92, Expovit, qui l'a mis en œuvre. L'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Et vous avez vu l'œuvre créatrice de la jurisprudence, la loi n'en disait rien. On s'est appuyé sur l'exécution loyale des conditions de travail, l'exécution loyale du contrat de travail, comme contrat de droit commun. Voilà, je me mets trop près. Fondement contractuel, et puis par la suite, la loi de modernisation sociale a donné un fondement légal à ce devoir d'assurer l'adaptation. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la technologie fait évoluer les emplois, l'employeur doit proposer des formations pour que le salarié s'habitue à la nouvelle technologie. Et puis, éventuellement, si vraiment il ne peut pas, vous savez qu'on n'est jamais tenu de proposer un emploi de catégorie supérieure, car l'employeur n'est pas tenu de combler, de pallier les manques d'une formation initiale. Voilà. Il pourra éventuellement licencier le salarié, mais encore faut-il qu'il ait fait tous les efforts pour essayer de former le salarié. Voilà. Et en fait, ce que je veux dire ici, c'est que l'accompagnement se poursuit par un droit au reclassement. Mais faites attention, c'est un droit qui n'est pas une obligation de résultat. On dit, souvent mes collègues disent, obligation de moyens renforcés. Devant le juge, c'est l'employeur qui fait la preuve du respect de l'obligation de reclassement. Il est possible, bien sûr, que le reclassement ne se fasse pas, soit parce qu'il n'existe pas d'emploi, et puis il y a aussi un obstacle qui tient aux salariés. Il y a des salariés qui refusent les modifications de contrat de travail, et donc là s'arrêtera l'appréciation, l'évaluation du respect de cette obligation de reclassement. La deuxième dimension de l'accompagnement, elle est née de la loi de 2004, révélée par un arrêt du 23 octobre 2007. C'est ce qu'on appelle l'obligation patronale de veiller au maintien de la capacité d'emploi des salariés. Et vous savez qu'en fait, c'est dit d'une manière, un peu détaillée, pas forcément très clair. Le concept existe en gestion depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle maintenir l'employabilité du salarié. Et là, cela implique donc la mise en œuvre de moyens proposés par le droit à la formation professionnelle, les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pourquoi pas les entretiens d'évaluation qui permettent de faire le bilan de ce qui a été proposé aux salariés. Alors, justement, la troisième manifestation, mais je n'insiste pas trop puisqu'on en a discuté tout à l'heure, elle résulte de la loi du 5 mars 2014. C'était attendu. Vous savez que maintenant, les salariés peuvent revendiquer l'organisation d'entretiens, non plus d'évaluation, mais d'évolution professionnelle. Voilà. Tous les 2 ans. Il y a une question qui se pose, à quel moment faut-il les situer? Voilà. Est-ce qu'il faut les séparer totalement des entretiens d'évaluation? Il y a des juristes qui disent que tout simplement, on envoie 2 convocations, on commence par l'évaluation, et puis ensuite, on finit par l'évolution professionnelle. Attention, cette étape fait l'objet d'un document rédigé, et donc cet entretien doit aussi être proposé nécessairement à des personnes qui reviennent de situations de suspension
de leur contrat de travail, et tous ces cas de suspension sont visés par le texte. À quoi sert cet entretien? L'objet est d'évoquer l'activité future du salarié, par exemple, pour envisager un changement de statut, voire envisager une reconversion professionnelle en mobilisant les outils mis à sa disposition, en particulier le plan de formation, le compte personnel de formation. Il ne peut pas être fait grief à un employeur de ne pas avoir proposé au salarié une promotion ou une reconversion professionnelle. Ici, on étudie ces possibilités. En cas de manquement, il y a une sanction consistant à l'abondement d'heures de formation supplémentaires sur le compte personnel de formation et le versement d'une somme forfaitaire à l'OPCA. Et puis, il y a un deuxième entretien qui, lui, est plus rétrospectif, tous les 6 ans, et qui va permettre de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc là encore, il y a rédaction d'un document particulier, et donc on va vérifier si le salarié a suivi au moins une action de formation, s'il a fait l'objet de la délivrance d'une certification par la formation ou par une VAE, enfin, s'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des sanctions. Voilà, sanctions, puisque le compte personnel peut être amendé. Voilà, j'ai reconnu ces quelques obligations d'accompagnement, professionnelles, vous avez vu, mais faites attention, le droit à l'accompagnement trouve ses fondements aussi dans d'autres domaines. Et notamment, il commence à faire sa place en droit pénal. Alors qu'en droit pénal, vous savez, c'est le monde de la contrainte, et notamment le consentement de la personne condamnée importe peu. Et pourtant, notamment en ce qui concerne les mesures alternatives à l'emprisonnement, il y a ici la possibilité, même si le choix est réduit, il y a la possibilité pour la personne de choisir sa peine. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si l'accompagnement répond à un concept, à une notion, qui dépasse d'ailleurs les simples applications de la pratique. Et j'ai trouvé qu'il y avait des éléments caractéristiques de ce concept d'accompagnement. D'abord sur les conditions de désignation, recueillir le consentement de l'accompagnant et le choisir parmi les salariés de l'entreprise. Oui, dans les entreprises, les tuteurs, les référents, les parrains sont des personnes librement choisies. Alors c'est bien sûr différent lorsque l'accompagnement est l'objet même du contrat. Je pense notamment à un salarié d'une mission locale, car d'ailleurs vous pouvez m'éclairer sur la façon dont sont confiés finalement les différents dossiers, les différents suivis, mais j'ai l'impression quand même que le salarié ici, qui va se voir imposer un certain nombre de suivis, c'est pas lui qui va faire le tri entre les personnes qu'il veut choisir et celles qu'il veut écarter. En tous les cas, dans l'entreprise, quand il y a un tuteur, il choisit. L'objet de la mission, eh bien, je vous ai dit, c'est les textes sur le contrat de professionnalisation qui sont les plus détaillés, les plus clairs, qui nous permettent de dire qu'en effet, il s'agit ici d'accueillir, d'organiser l'activité de l'accompagné, d'établir la liaison avec le centre de formation. Et puis, quelques mots sur l'exécution de la mission d'accompagnement. On verra que quand il y a une personne accompagnée en milieu de travail, se forme une relation triangulaire. Un employeur, un accompagnant et un accompagné. Voilà. Et donc, il est intéressant d'étudier chacun de ces rapports. Les rapports entre l'employeur et l'accompagné. Les rapports entre l'employeur et l'accompagnant. Alors, on peut dire accompagnateur aussi. Les rapports entre l'accompagnant et l'accompagné. Quelques mots, on pourrait les dire, mais on ne développera pas ça. Un cas particulier des entreprises individuelles et des professions libérales. Vous savez, quand c'est le chef d'entreprise ou la profession libérale qui devient lui-même tuteur, ça change un petit peu la donne. La responsabilité est plus forte. Et puis, responsabilité à l'égard des tiers. Que se passe-t-il quand un salarié accompagné, un stagiaire accompagné, commet des fautes qui, elles-mêmes, entraînent des dommages à l'égard des tiers? Quelle responsabilité engager? Voilà. On dira quelques mots de ces questions-là. D'abord, premier point, conditions de la désignation. Je vous l'ai dit, c'est le principe de la liberté de désignation. Alors, qui est-ce qu'on choisit? En général, on prend le supérieur hiérarchique de l'accompagné, voire son père. Mais attention, il ne suffit pas
que l'accompagnant appartienne à l'entreprise. Sa présence effective sur les lieux du travail est nécessaire pour assurer la pleine efficacité de la mission. Aussi est-il envisageable de requalifier une relation de travail lorsqu'il est patent que l'accompagné sert à remplacer son accompagnant parti en congé. C'est une situation que vous avez peut-être vue, moi je l'ai déjà vue, elle est un peu gênante. Le stagiaire sert à remplacer quelqu'un qui part par exemple en congé de maternité et donc l'accompagnant ne voit l'accompagné que 15 jours pour faire le lien et puis il revient plusieurs mois après. Je n'ai pas l'impression que ce soit une situation idéale pour le jeune. En l'absence de précision textuelle, c'est logiquement à l'employeur ou à son représentant qu'il reviendra de procéder à la désignation de l'accompagnant. Son choix est conditionné par le respect des conditions de désignation qui restent propres d'ailleurs à chaque type d'accompagnement. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez peut-être que j'en ai pas connaissance, le nombre de personnes que l'on peut accompagner comme stagiaires dans une entreprise, ce nombre n'est pas encore fixé, on attend un texte réglementaire sur ce point. Alors, le choix, c'est l'employeur qui le fait, son représentant, mais cela implique corrélativement l'obligation éventuellement de révoquer l'accompagnant, ou en tout cas de le remplacer, notamment lorsqu'il manque aux obligations de sa mission. On verra que les actes et les faits de l'accompagnant engagent l'employeur. Il est donc normal que ce dernier puisse mettre fin à une mission dont il assume les risques. La question qu'on a pu se poser dans l'entreprise, c'est de savoir si, une fois que l'accompagnement est mis en place, est-ce que l'accompagnement a la possibilité de s'échapper de cette mission d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il considère que la relation de confiance fait défaut entre l'accompagnant et l'accompagné. Je crois qu'on peut penser qu'il ne sert à rien de retenir un accompagnant qui répugne à exécuter sa mission. Mais le maintien d'un accompagnant contraint pourrait se retourner contre l'accompagné. Mais on doit se souvenir que, en acceptant l'accompagnement, le salarié s'est engagé à l'égard de l'employeur. C'est pourquoi il lui faudra recueillir l'assentiment de ce dernier pour s'échapper de sa mission, et d'ailleurs conformément à l'application du droit commun, l'article 1134 alinéa 2. D'ailleurs, s'il était permis à l'accompagnant d'abandonner l'accompagné en cours de mission, cela pourrait mettre l'employeur en difficulté s'il ne trouve pas de remplaçant. Du côté de l'accompagné, la réflexion s'oriente différemment. Le demandeur d'emploi, le stagiaire, l'apprenti, le salarié, à mon avis, n'est pas en mesure de refuser d'être suivi par un accompagnant. Lorsque l'accompagnement s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail salarié, c'est même une des conditions d'embauche. L'accord de l'accompagné à être suivi n'est nullement requis, de même que n'est pas requis l'agrément par l'accompagné de la personne qui a consenti à exercer cette mission d'accompagnement. Voilà. Et donc, il n'y a pas de droit de révocation de l'accompagnant de la part de l'accompagné. L'objet de la mission, vous l'avez vu, on l'a déjà détaillé tout à l'heure, notamment avec la mission du tuteur en entreprise dans le contrat de professionnalisation. C'est bien le texte réglementaire qui décrit le mieux ce que doit faire l'accompagnant. L'exécution de la mission maintenant, et je vous ai dit qu'il faudrait dire quelques mots de ces rapports triangulaires entre l'employeur, l'employé, l'employeur, l'accompagnant. Non, l'employeur, oui, il est accompagné et employé. L'employeur et l'accompagnant et l'accompagné. La question se pose de savoir ce qu'il advient de la convention de stage ou du contrat de travail lorsque l'employeur néglige de mettre en œuvre l'accompagnement prévu. Voilà. Alors, il faut savoir que les décisions en la matière sont quand même assez anciennes. J'avais trouvé un arrêt sur le SIVP. Le stagiaire se retrouvait sans maître de stage. La convention de stage a été requalifiée en contrat de travail de droit commun. J'ai repéré un arrêt intéressant, un CAE, et la Cour de cassation nous dit que ce contrat peut être requalifié en CDI. Vous avez vu, CAE à durée déterminée, requalifié en CDI.
si l'employeur a manqué à son obligation d'accompagnement sans préjudice d'un droit à réparation sous forme de dommages et intérêts, puisque le salarié en plus peut demander des dommages et intérêts. Et c'est un arrêt du 30 septembre 2014, d'ailleurs, que j'ai donné à mes étudiants de M2, Master droit des contrats, et c'est un arrêt quand même assez riche. Les rapports entre l'employeur et l'accompagnant. La décision prise par l'accompagnant peut-elle être considérée comme celle de l'employeur? Là encore, il y a donc un certain nombre de jurisprudences qui le montrent, même depuis assez tôt, hein, et notamment, quelquefois, vous savez, une rupture peut-être brutale du fait de l'accompagnant. Eh bien, c'est à l'employeur d'assumer ou pas. En l'espèce, c'est un apprenti cuisinier qui, donc, ne s'entendait plus avec son chef cuisinier, lequel avait dit que ce jeune ne devait plus remettre les pieds dans l'établissement. Voilà. Eh bien, l'employeur était très gêné parce que soit il assumait, et en l'espèce, devant le juge, il a bien dit qu'il n'aurait pas procédé de cette façon-là, mais il a indiqué que l'exploitant, il a indiqué qu'il avait abandonné l'autorité sur son personnel à son chef et qu'il n'avait pas à désavouer ce qui avait été dit. Donc, s'il appartient à l'employeur d'assumer les décisions de l'accompagnant prises à l'égard de l'accompagné, il lui reste possible toutefois de désavouer l'accompagnant de façon à échapper aux conséquences de ses actes. Les rapports entre l'accompagnant et l'accompagné. La question est de savoir si l'accompagné se place nécessairement sous la subordination de l'accompagnant. Oui, la jurisprudence le confirme, hein, et notamment dans toutes sortes d'arrêts, vous savez, où il y a quelques débordements du maître d'apprentissage, du tuteur. Et la Cour de cassation, dans un arrêt par exemple du 17 mars 2004, montre qu'un maître d'apprentissage, un maître de stage, avait abusé de sa position d'autorité. Voilà. Et donc, si l'accompagné peut être victime d'ordre illicite d'un accompagnant, on doit à l'inverse pouvoir admettre qu'il commet un acte d'indiscipline s'il refuse d'exécuter un ordre licite de l'accompagnant. Voilà. Je vous propose d'évoquer quelques questions relatives à la responsabilité à l'égard des tiers, et puis nous terminerons par la sanction des obligations d'accompagnement. Je vous ai parlé de reconnaissance de ces obligations. Il faut toujours évoquer en droit, puisque c'est comme ça qu'on reconnaît l'existence d'une règle juridique. Il faut toujours reconnaître, ou plutôt étudier la méconnaissance de la règle. Pour ce qui est d'abord de la responsabilité à l'égard des tiers, là, on peut tout simplement, en effet, appliquer ce qui existe entre un salarié classique et un employeur. Vous savez que l'employeur se comporte comme un commettant. Il existe des dispositifs dans le Code civil qui permettent de dire ici que la responsabilité civile qui est engagée, c'est bien celle de l'employeur. Même s'il n'a pas donné les ordres lui-même à l'origine de la faute, du dommage, c'est l'employeur qui est responsable civilement. Voilà. Cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir donc des reconnaissances de responsabilité pénale de l'intermédiaire, voire également aussi de la personne accompagnée. Voilà. Eh bien, je vous ai évoqué ce problème de méconnaissance des obligations d'accompagnement, et je voudrais traiter 2 points. L'accompagnement est bien mis à la charge de l'employeur comme un devoir. Il apparaît en tant que tel, et la jurisprudence est très claire. L'accompagnement est un élément essentiel du contrat unique d'insertion. On va le répéter, mais vous savez que dans la loi de 2008 qui a institué le RSA et qui a réformé les contrats aidés, eh bien, le texte est loin d'être neutre. Dans la définition de ces contrats aidés, on dit que la formation, que l'accompagnement est un élément essentiel du contrat. Et donc, que se passe-t-il s'il fait défaut? Il y a bien ici requalification du contrat. C'est-à-dire qu'on ne justifie pas un paiement, par exemple, en proportion du SMIC, dans un contrat de professionnalisation, par exemple, s'il manque cet élément fondamental, cet élément essentiel. Voilà. Il y a un arrêt intéressant aussi d'un manquement à l'obligation d'accompagnement, d'un manquement d'une association intermédiaire. Et puis,
je vous exposerai donc la décision de 2012 du tribunal administratif de Paris. L'accompagnement comme devoir. Et en effet, l'accompagnement est classé élément essentiel du contrat unique d'insertion. Avec la loi de 2008, la définition du QI a intégré l'existence d'un accompagnement, autant dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre d'un contrat initiative emploi. Il est indiqué en effet dans les textes, alors c'est L5134-20 et pour le CIE, non, ça c'est le CIE, L5134-20 CIE et CAE L5134-65. Dans les deux cas, la formulation est la même. On a aligné la rédaction. Ces contrats comportent lui aussi des actions d'accompagnement professionnel. Et vous savez que maintenant, quand on met l'indicatif dans le Code du travail, on a renoué avec une tradition juridique, l'indicatif vaut impératif. Vous vous souvenez les textes qui disaient l'employeur doit, etc. On a retiré tous les termes doit pour les remplacer par l'indicatif. C'est bien ici la manifestation d'une obligation. Devenu élément essentiel de ces contrats de travail, l'accompagnement acquiert, à notre avis, une dimension elle-même contractuelle. C'est pourquoi il n'est nullement absurde d'envisager l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un employeur qui manquerait à son obligation d'accompagnement. Alors, ça avait été jugé depuis longtemps pour les contrats de formation en alternance. Je vous prends un exemple. C'est un arrêt intéressant. 20 octobre 98, le versement d'une rémunération inférieure au SMIC dans le cadre d'un contrat de qualification n'était justifié que pendant la période de formation du salarié, de telle sorte qu'au moment de l'obtention du diplôme, marquant en même temps l'achèvement de la formation, le salarié était en droit d'obtenir le SMIG ou le salaire minimum conventionnel. Donc, vous avez vu, mutation, novation du contrat. D'ailleurs, une question qu'on pourrait se poser, c'est, voilà, l'accompagnement s'achève et la formation est acquise. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le contrat? Voilà. L'employeur ne pourrait pas dire, est-ce qu'il n'existe pas donc un élément qui fait défaut? Est-ce que le contrat n'est pas caduc? Une analyse qui se tient. Mais en l'espèce, le salarié avait préféré poursuivre la relation de travail. Et donc, puisqu'on poursuit dans un cadre qui n'est pas classique, on va retrouver les éléments de droit commun, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée. Et je vous ai dit que l'arrêt récent du 30 septembre 2014 a étendu cette solution à un contrat aidé. Voilà ce que dit la Cour de cassation. L'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat, de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en œuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation. Et vous savez qu'est-ce... Oui. J'avais une question à vous poser. Allez-y, allez-y. Oui, au contraire. Oui, c'était par rapport aux emplois d'avenir. Oui. On s'interrogeait, puisque vous avez parlé de la formation dans le cadre du contrat unique d'insertion. Et si on retient un petit peu le décret sur les emplois d'avenir, on nous a fortement conseillé, on va dire, en matière d'accompagnement, puisqu'on a une démarche d'accompagnement et de suivi dans l'emploi des jeunes en emploi d'avenir, d'insister sur la formation comme étant une obligation contractuelle entre l'employeur et l'accompagné, le jeune. J'essaie de prendre vos termes, mais pas facile à suivre parfois, mais c'est très bien, très intéressant. Par contre, je me posais la question, mais finalement, est-ce que tous les jeunes, n'ayant pas suivi une formation par l'employeur, ne pourraient-ils pas requalifier leur demande d'emploi d'avenir de type CDD en CDI? Ça nous ferait des solutions pour le réseau des missions locales. Oui. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, dans le premier élément de votre raisonnement, parce qu'en effet, je pense qu'un jour ou l'autre, on le dira, si la formation fait défaut, comme ça a fait défaut dans un CAE classique, eh bien là, l'employeur pourra engager sa responsabilité.
contractuelle et on pourra demander la requalification. Mais vous savez, en fait, demander la requalification, c'est à quelle occasion? C'est au moment de la rupture. Donc le jeune, il est plus en emploi et vous savez que quand la rupture est sans cause réelle et sérieuse, cela se traduit par l'octroi de dommages et intérêts, mais en aucun cas, on ne peut demander sa réintégration forcée dans l'entreprise. Voilà. Donc, en effet, c'est comment dire, une réaction possible et justifiée du jeune, mais ça n'ira pas très loin. Voilà. Et puis vous savez qu'il y a des jeunes en cours de CDD qui préfèrent utiliser, vous savez, la rupture anticipée du CDD et ses règles indemnitaires. Vous savez, c'est plus la rupture injustifiée et anticipée est proche du début du contrat, plus il reste 2 mois à effectuer. Et vous savez que la sanction dans ce cas-là, c'est si la rupture est injustifiée, prononcée donc au tort de l'employeur, le salarié a le droit à l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat. Et donc, vous comprenez bien que si vous êtes par exemple à 1 mois ou 2 mois du terme, il faut mieux demander la requalification en CDI, mais si sur un contrat, par exemple, je sais pas moi, de plusieurs mois, et que la rupture se fait 15 jours après le début du contrat, là, il vaut mieux rester sur le terrain du CDD. Oui. Et puis, ce sont des sanctions contractuelles, mais il y a aussi, vous le savez, dans l'emploi d'avenir, des sanctions financières très fortes, qui ont été particulièrement développées dans l'emploi d'avenir. L'obligation de formation mise à la charge de l'employeur est sanctionnée financièrement. En cas de non-respect de ces engagements en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'État. Par ailleurs aussi, ça va entraver la possibilité d'un renouvellement de l'aide, puisque la décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir doit d'ailleurs être réalisé 2 mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir. Voilà. Oui. Passionné par les emplois d'avenir, donc de manière interactive, mais oui. Vous évoquez un texte, évidemment, qui est la loi. L5134-11 du Code du travail. Alors là, merveilleux. Merveilleux. Si, le code du travail. Mais dans la réalité des faits, bien sûr, compte tenu de cette démarche, si on devait faire l'état des lieux des engagements contractuels de l'employeur en matière de formation à l'issue du programme et demander je dirais, le remboursement des aides que la direction du travail leur a octroyées, on serait assez surpris sur le montant et sur le positionnement de l'État, par exemple de la directe, qui a aussi ses inspections pour contrôler, je dirais, via peut-être les missions locales en matière de suivi pour rendre des comptes, on serait quand même assez surpris, sans doute. Quoi. Oui. Je ne pense pas que, dans les faits, la direction du travail je m'avance, mais peut-être que j'ai tort, vous allez peut-être me le dire, mais moi je n'ai pas, sur l'enveloppe des emplois d'avenir à ce jour, eu connaissance, pour des contrats qui se sont terminés, une demande de remboursement des frais à l'employeur dans le cas que vous évoquez. Est-ce que le manquement a été caractérisé aussi ? Parce que vous savez que quelquefois, d'abord, il faut faire la distinction entre l'employeur de bonne foi et celui de mauvaise foi. Celui qui savait pertinemment qu'il ne formerait pas le jeune, peut-être que on arrive à le déceler plus facilement. Et puis, vous savez aussi, il y a ce souci, c'est que quelquefois, on offre une formation et celui qui fait défaut, c'est le jeune. Il va pas en formation. Et donc là, la solution est inversée, parce que c'est important pour l'employeur, mais c'est important pour le salarié. Ça devient élément essentiel. Et donc, ça pourrait même justifier une rupture anticipée du contrat, d'être en présence d'un jeune à qui on a offert une formation et qui délibérément ne souhaite pas s'y rendre. Par contre, dans la grande majorité des cas de figure, est-ce que si on n'est pas extrêmement exigeant, on va dire, avec l'employeur, on peut être passible d'être complice de la non-exécution du contrat ? Ah oui, ça c'est une question importante. Je pense pas. Et comment en sortir ? Tout simplement en le faisant remarquer à l'employeur dès qu'on en a connaissance. Voilà.
rappeler le code du travail. Ensuite, c'est pas au prescripteur d'agir, c'est pas à vous de le faire, mais par contre rappeler à l'employeur qu'il y a bien une obligation. Ici, il y a ce qu'on appelle un raisonnement basé sur le synalagmatisme. C'est en effet une aide, mais attention, derrière, il faudra nécessairement une formation. J'ai une question à poser. J'ai une petite question à poser. Sur le CAE, et après on passe vraiment sur des logiques interactives. On fait juste finir le CAE, puis après, question-réponse. Alors, pas Neuchâtel ici. Hein. Pour un CAE qui avait été mis en œuvre par une association intermédiaire, c'est assez intéressant, un arrêt du 23 mai 2013, et la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser le contenu de l'obligation d'information, mais pas seulement d'information, d'accompagnement dû aux salariés embauchés par une association intermédiaire. En l'espèce, c'est une personne qui est embauchée par une association intermédiaire à Épinal, Emploi-Service, en qualité de femme de ménage, pour être mise à disposition de plusieurs utilisateurs. Voilà. Et cela de manière continue et régulière. Mais elle considère qu'elle n'a pas reçu l'aide nécessaire pour retrouver un emploi durable. Et elle saisit le Conseil de prud'homme, justement pour demander la requalification. Dans un premier temps, elle est déboutée par le Conseil de prud'homme comme par la Cour d'appel. La Cour d'appel énonce que les contrats signés avec l'association intermédiaire ne pouvaient être qualifiés de CDD de droit commun, encore moins de CDI. Et donc elle montre qu'en fait il s'agissait de contrats autonomes qui, dans la forme, avaient été respectés. On avait pu montrer aussi qu'un certificat de validation des compétences professionnelles avait été remis à cette salariée, que les heures de travail étaient en constante progression. Donc le fait de lui donner plus d'heures, ça aurait pu faciliter son insertion. Mais la décision ne résiste pas au contrôle de la Cour de cassation, qui nous dit l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi de l'accompagnement, le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'accompagnement. Et là, en effet, on a considéré que ça ne suffisait pas, puisqu'en fait, les deux prestations qui avaient été faites, c'était délivrer un certificat, une validation, et tout simplement augmenter au cours des 2 ans le temps de travail. Ça n'est pas suffisant pour caractériser donc cette obligation d'accompagnement. Je voudrais terminer, si vous voulez bien, par une définition possible. Voilà. Les droits à l'accompagnement peuvent être rangés, à mon avis, dans la catégorie des droits subjectifs. Ce sont des prérogatives, des intérêts juridiquement protégés, et ressortissent même d'une notion cohérente que l'on peut décliner au singulier. On tentera ici d'en donner une définition. Le droit à l'accompagnement, je passe au singulier, renvoie à un ensemble d'aides matérielles et financières qui sont mises en œuvre le plus souvent dans un cadre en forme de contrat et de manière personnalisée, inscrivant ces démarches dans ce qu'il est d'usage d'appeler un parcours individualisé. Le bénéficiaire de l'accompagnement peut à tout moment s'adresser à un référent en vue d'être guidé dans ses décisions. L'accompagnement ouvre ensuite ainsi à un ensemble de prestations qui, accordé à la suite d'une évaluation globale des besoins de l'intéressé. Vous voyez, l'intéressé n'est plus segmenté, comme pour l'appréciation d'un handicap. À la suite d'une évaluation globale des besoins de l'intéressé, sont coordonnés par la personne ou l'organisme en charge du suivi. Je vous remercie de votre attention. Et on peut bien sûr échanger sur ce qui a été exposé. Je reprends juste par rapport aux emplois d'avenir. Oui. Si un jeune, par contre, porte plainte parce qu'il n'a pas eu formation, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut aller jusqu'où et autres? Parce que nous avons des jeunes que ça arrange de ne pas se former pendant les emplois d'avenir, mais nous en avons d'autres lorsqu'on va en bilan qui justement se plaignent que l'employeur n'a pas tenu ses engagements. Alors, c'est vrai qu'il y a des réactions possibles. C'est rare d'agir en justice pendant le cours d'exécution d'un contrat. En général,
l'action en justice, c'est plutôt après le terme. Bon. Et là, on a vu les solutions qui sont exposées, qui pourraient être transposées d'ailleurs. Il y a une autre solution aussi, c'est, puisqu'il n'y a pas de formation, que c'est un élément essentiel, il manque un élément essentiel pour que le contrat existe réellement. Et vous connaissez... alors, je ne sais pas si ça peut se faire, mais je pense qu'on pourrait l'envisager, c'est prendre acte de la rupture anticipée. Voilà. Le jeune, il est, comment dire, désappointé. Il attend une formation, il n'y a pas de formation. C'est un élément essentiel. Bon, il souhaiterait donc s'inscrire dans une autre relation contractuelle et donc il mettrait fin de manière prématurée au contrat, au tort de l'employeur. Voilà. Mais alors, il faut savoir que quand on prend les devants comme ça, c'est toujours très dangereux. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, qui décide du tort, c'est le juge, toujours. Hein, c'est-à-dire que ces ruptures anticipées, c'est toujours au risque de celui qui prend les devants. Le juge, lui, il regardera la situation de manière globale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de formation ? Je ne sais pas, l'organisme de formation a disparu. L'employeur a fait tous ses efforts pour en retrouver un, mais l'organisme a disparu. Il essaye de compenser par une formation en interne. Est-ce qu'il a fait des efforts ? Est-ce qu'il est de bonne foi, de mauvaise foi ? Quel est le comportement du jeune ? Voilà. Est-ce que le jeune en a fait part à l'employeur ? Vous voyez ? C'est toujours une chose importante. C'est quand quelque chose ne va pas, d'abord en parler à l'employeur, ou même, pourquoi pas, à la mission locale. D'ailleurs, et j'ai vu aussi que dans les textes, vous savez, pour le civis, une fois que le jeune trouve un emploi, il peut continuer à être suivi par la mission locale. Il peut y avoir des conseils trouvés auprès de la mission locale. Donc l'accompagnement qui était un accompagnement vers l'emploi devient un accompagnement dans l'emploi. Les conseils peuvent être recueillis auprès de la mission locale. Voilà. Et puis, il y a la rupture d'un commun accord. Bon, alors... il faut faire attention parce que pour l'employeur, c'est pas sans conséquence. Hein. Vous avez vu ? Rupture d'un commun accord parce que la formation n'a pas eu lieu. Il va y avoir un recours ensuite de l'État pour obtenir le reversement des aides, éventuellement. Voilà. En tout cas, ça mettra l'employeur dans une situation très difficile. Hein. Il aura un jour ou l'autre à montrer sa bonne foi. Il est vrai que ce que déteste le juge prud'homal, c'est qu'on utilise les contrats aidés comme des façons d'utiliser du personnel à bas prix. Voilà, ça c'est le juge judiciaire, le juge prud'homal le repère assez rapidement. C'est une chose donc qu'il sanctionne donc finalement au bout du compte. Vous ne nous avez pas parlé, me semble-t-il, d'un outil qui est dans le quotidien des missions locales, qui sont les PMSMP, donc les périodes de mise en situation professionnelle, qui ont remplacé les EMT et les PMP, si je ne me trompe pas. Alors que dans le quotidien des missions locales, on appelle souvent ces PMSMP des stages, qui me semble un terme peut-être... Oui, est-ce que c'est pas des... C'est pas ce que vous appelez aussi des périodes d'immersion, non ? Si, c'est ça. Voilà. Donc finalement, quel parallèle entre le contexte réglementaire que vous nous avez rappelé sur le stage et ces périodes d'immersion ? Oui. Ça remplace le... Alors, quel est le statut de la personne ? Est-ce que c'est toujours un stagiaire de la formation professionnelle ? C'est un demandeur d'emploi indemnisé ? Non, ça peut non être... plus. C'est un salarié ? Non, c'est un jeune en accompagnement. C'est un stagiaire alors ? Eh bien, j'en ai parlé un petit peu quand même. Moi, je pense qu'on peut confier des tâches professionnelles à un stagiaire. Voilà. Et donc, c'est pas gênant en soi, et je trouve que c'est même bien, puisque on peut pas limiter un stagiaire à des tâches qui sont seulement périphériques et annexes. Il faut qu'il rencontre le travail. Il faut qu'il rencontre le cœur du métier. Ce qui est important, vous savez, c'est un repère. Pour tout stagiaire, l'idée c'est, est-ce que je suis là pour remplacer un emploi permanent ou est-ce que je suis là en sureffectif ? De toute façon, le stagiaire, il aidera forcément la personne qui occupe l'emploi, puisque il va effectuer un certain nombre de ses tâches, il va lui permettre justement de libérer du temps. Et puis pour le jeune, c'est très enrichissant. Donc le fait de confier des tâches régulières, pour moi, c'est pas gênant en soi, malgré que la loi aille un peu plus loin. Vous avez vu, la loi dit, on ne peut pas confier des tâches régulières.
Voilà. Mais la suite du texte est intéressante. Tâches régulières relevant d'emploi permanent. Voilà. Donc, ça veut dire que si l'emploi permanent est bien occupé par un salarié permanent, on peut quand même lui donner certaines de ses tâches. Voilà. Et c'est la distinction que j'ai faite entre les tâches et l'emploi. Voilà. La Cour de cassation a toujours été sensible à cette distinction entre les tâches et l'emploi. Vous vous souvenez, comment reconnaît-on un vrai licenciement pour motif économique ? Quelquefois, les employeurs disent oui, les tâches n'ont pas disparu, je les ai réparties entre les salariés existants. Y a-t-il licenciement pour motif économique ? La Cour de cassation dit oui. Oui. Pourquoi ? Parce que certes, l'emploi a disparu, les tâches sont restées, mais on a trouvé une solution intermédiaire, répartir les tâches existantes. On le fait aussi, où on accepte ce type de licenciement, lorsqu'un employeur sollicite ses administrateurs qui vont aider à la tâche, justement. La disparition d'un emploi n'est pas la disparition des tâches nécessairement. Bonjour. Bonjour. Rapidement aussi, je m'interroge moi sur le droit à l'accompagnement dans le cadre du service civique. Nous allons être mobilisés assez fortement pour le déployer partout. Il est évident qu'il y aura des dérives puisqu'ils accompliront des tâches qui sont habituellement réalisées par des salariés. Est-ce qu'il y a déjà des textes pour encadrer tout ça ? Je dois vous dire, je les ai pas étudiés en détail. Voilà. Donc, il faudrait les étudier en détail pour savoir ce qu'il en est exactement. Je sais que ces emplois, c'est des missions. Ces missions sont impossibles dans un certain nombre de domaines. J'ai pas l'impression ici qu'il y ait donc une impossibilité de leur confier des tâches régulières. Voilà. Mais il faudrait vérifier. Il faudrait étudier le texte de près. Est-ce qu'il y a des choses prévues, Pardon ? Est-ce qu'il y a des évolutions prévues pour les demandeurs d'emploi non indemnisés ? Parce qu'en fin de compte, dans un certain nombre de situations, dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs avec l'État, on va vers une forme de droit à l'accompagnement un peu généralisé, que le demandeur d'emploi soit indemnisé ou pas. Moi, j'ai l'impression que pour le demandeur d'emploi non indemnisé, l'accompagnement, il est plus distant. C'est-à-dire qu'en fait, en tous les cas, il n'y a pas ici la sanction possible de la radiation, de la suspension des aides. Et donc, l'idée, ça serait de dire, bon, on va l'accompagner, mais d'un peu plus loin. Oui, mais je vous ai dit, vous avez vu, c'est inscrit dans les textes. Bon. C'est inscrit dans le Code du travail pour l'accompagnement du demandeur d'emploi indemnisé. C'est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Et vous avez vu qu'on a identifié dans le Code de l'action sociale et des familles, on a identifié un débiteur. On dit l'État et donc les organismes sociaux, sans préciser. Mais en tout cas, on a bien identifié certains débiteurs. Et donc, je pense que le fait de délaisser complètement un demandeur d'emploi non indemnisé, c'est, comment dire, ne pas remplir tout à fait ce rôle d'accompagnement. L'accompagnement aussi étant, vous voyez, un devoir à la charge de la nation. On ne va pas sélectionner les individus en fonction de leur profil. Il faut, à mon avis, aussi s'intéresser à ces demandeurs d'emploi non indemnisés. C'est vrai que là, pour le coup, c'est, comment dire, incertain. Il n'y a pas assez de texte sur la question. Voilà. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure des personnes qui étaient en rupture dans le contrat de travail. La question, une personne qui n'a pas repris un congé maternité, oui. Qui effectivement est en arrêt de travail, sur des arrêts de travail courts de 10 jours, renouvelés de 10 jours en 10 jours, à qui on a demandé une possibilité d'entretien pour voilà, savoir, sachant que c'est sur un poste d'accueil et du coup un poste clé de la structure. Alors je sais que dans le droit, il y a une possibilité effectivement, si on peut prouver que ça pose préjudice à l'entreprise, on peut effectivement licencier à condition qu'effectivement on prenne une personne en CDI à la place. Oui. Mais effectivement, je pense que ça peut se plaider en prud'homme, parce qu'en théorie, voilà, en arrêt maladie, on peut
peut pas justifier effectivement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà. Quel recours on peut avoir face à cette personne? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce qu'on peut lui envoyer, je ne sais pas, un courrier recommandé qui l'obligerait à ce qu'on ait un entretien pour voir quelles sont ses problématiques et est-ce qu'elle a vraiment la possibilité de revenir ou pas? Est-ce que c'est une longue maladie? Est-ce que c'est un mi-temps thérapeutique? Voilà. Quels sont les moyens juridiques qu'on peut avoir, sachant que personnellement, j'ai pas les moyens de prendre un CDI, voilà, de remplacement à ce jour, et qu'on jongle, voilà, avec d'autres systèmes. Mais est-ce qu'il y a, voilà, une loi, quelque chose qui peut faire qu'on avance par rapport à ce cas de figure? Alors, en effet, c'est un secteur, c'est une question qui est pas réglementée directement par le Code du travail, ou de manière très parcellaire, parce que en 81, le législateur s'est intéressé à l'absence pour maladie professionnelle ou pour à la suite d'un accident professionnel. Et il a délaissé la question de l'absence pour une maladie non professionnelle. Et donc c'est la Cour de cassation, au fur et à mesure, qui a élaboré une jurisprudence. Voilà. Au départ, c'était une jurisprudence assez peu favorable aux salariés, puisqu'il n'avait pas le droit aux indemnités de licenciement. Hein, on considérait, mais ça c'était dans les années 80, que son absence durable faisait présumer une rupture imputable aux salariés. On ne disait pas qu'il avait démissionné, mais on avait créé une sorte de situation intermédiaire. Et puis petit à petit, la Cour de cassation a montré que il fallait ici des raisons pour le licencier, et ces raisons, vous les avez dites, c'est quand on constate un dysfonctionnement. L'absence porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais attention, le juge judiciaire vérifie à chaque fois, pour qu'il y ait un licenciement valable, il vérifie qu'il y ait bien un remplacement en CDI. Et il demande la preuve de ce remplacement permanent et durable. Et la formule apparaît. Et la Cour de cassation s'est prononcée plusieurs fois. Donc ça veut dire que si on arrive à combler l'absence par l'appui d'autres salariés, voire même un CDD, ça n'est pas un motif suffisant pour se séparer de ce salarié. Voilà. Et donc le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Attention, il n'y a pas de réintégration. Vous savez que normalement on ne peut pas licencier en raison de l'état de santé, mais là, à travers une argumentation qu'on pourrait dire habile, on dit ici qu'on licencie pas du fait de la maladie, on licencie du fait des conséquences de la maladie. Voilà. Et la Cour de cassation ne s'est jamais opposée à ce type de licenciement. Donc, cela veut dire ici qu'il n'y a pas de possibilité de réintégrer le salarié. Vous savez que la réintégration reste exceptionnelle. C'est en cas d'atteinte à des libertés fondamentales, d'atteinte à finalement, ou alors en cas de licenciement discriminatoire. Vous savez que l'état de santé, c'est un des éléments qu'on ne peut pas prendre en compte, mais pour l'instant, la Cour de cassation accepte toujours l'idée qu'on puisse le licencier si jamais on a pourvu à son remplacement définitif. C'est l'adjectif qui est utilisé. Si on a pourvu à son remplacement définitif, elle accepte qu'on puisse le licencier. Voilà. C'est vérifié. À chaque fois, c'est vérifié. Donc, ça veut dire que, en effet, c'est une situation inconfortable pour l'employeur. Alors, est-ce qu'il peut écrire au salarié? Oui, tout à fait. Il peut écrire au salarié, le questionner. Si le salarié répond pas, car il n'est pas tenu de répondre, d'ailleurs, le contrat de travail est suspendu. Voilà. Vous savez que pendant la suspension d'un contrat de travail, le salarié n'est pas tenu de maintenir une collaboration avec l'employeur. Ça ne veut pas dire qu'il coupe tous les contacts, mais il n'a pas nécessairement à répondre à des demandes de travaux, ou en tout cas à des demandes qui exigeraient de sa part des prestations particulières. Oui. Oui, c'est une situation qui est inconfortable. Pour l'instant, le législateur ne veut pas s'emparer de la question. Il l'a fait pour les accidents du travail et la maladie professionnelle. Là, pour le coup, vous le savez sans doute, la protection est radicale. On ne peut pas engager la procédure de licenciement tant que le salarié n'est pas revenu. La suspension du contrat de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette suspension entraîne une période de protection. Protection, et là,
c'est une quasi-impossibilité de rompre le contrat, sauf faute grave du salarié et impossibilité de poursuivre le contrat. Et si jamais le licenciement a lieu pendant cette suspension, le salarié peut demander sa réintégration, pas seulement une indemnisation, mais sa réintégration. Voilà. Oui, la situation que vous présentez, c'est une des situations les moins bien réglées. Hein. Elle est. Alors, vous avez vu d'ailleurs, il y a des réponses. Hein. Entretien d'évolution professionnelle dès le retour dans ces situations. Je n'ai pas cité tous les textes, mais c'est notamment à la suite du retour d'un arrêt longue maladie. Il faut organiser cet entretien d'évolution professionnelle. Et un rendez-vous en théorie à la médecine du travail aussi est obligatoire pour valider la reprise. Oui, oui, tout à fait. Je crois que ça n'a pas changé. Hein, c'est une absence de plus de 7 ou 8 jours qui entraîne donc un nécessaire entretien avec le médecin du travail. Et faites attention, il en faut un deuxième. Si jamais on envisage de reclasser le salarié sur un poste qui n'est pas le sien. Donc en fait, si jamais la maladie a porté atteinte à sa capacité de travail et qu'il est nécessaire d'aménager le poste de travail, il y a une deuxième visite qui se fait. Et puis j'ajouterais, vous savez, là pour le coup c'est la jurisprudence qui l'a dit, joue une obligation de reclassement. Si jamais la personne est inapte à ce travail, voilà, il faut essayer de lui proposer de nouveaux postes. Voilà. Bien sûr, si elle refuse ou s'il n'y a pas de nouveaux postes, ça va être compliqué. Hein, et on ne pourra pas faire l'économie lorsque la personne est revenue d'un licenciement. Là, le licenciement peut être envisagé. Avec des droits aux salariés, c'est donc notamment des droits indemnitaires. Oui, bonjour. Ici. Où ça? Ah, voilà. On en avait parlé au téléphone, Philippe Labbé. Oui, Philippe Labbé, voilà. Moi, j'ai un vrai problème avec l'article 13 de la loi de cohésion sociale. Tu te souviens, on en avait parlé de oui, ça, qui a créé le droit à l'accompagnement. Oui. Quand le droit à l'accompagnement a été créé dans le cadre de la loi de cohésion sociale, Laurent Hénard avait d'ailleurs dit à la commission des affaires sociales qu'on créerait un droit, donc on créerait du contentieux. Ce qui se passe pour Pôle emploi, avec Pôle emploi qui est attaqué en procès pour défaut d'accompagnement. Mais l'article 13 dit explicitement que tout jeune en risque d'exclusion professionnelle, et quelle qu'en soit la cause, a le droit à un accompagnement. Cet accompagnement est mis en œuvre par les missions locales avec leurs partenaires. Ça pose le problème du périmètre et plus exactement de l'exclusivité, alors qu'on s'aperçoit que beaucoup de collectivités territoriales sont capables d'inventer leurs propres dispositifs, de les mettre sous couvert d'une directive européenne qui ne concerne que la formation dans le cadre des marchés publics et mettre en concurrence les missions locales avec les opérateurs privés de placement. Je voudrais savoir quelle est ton opinion là-dessus, sur le principe de l'exclusivité, de la mise en œuvre du droit à l'accompagnement pour tout jeune qui est en risque d'exclusion professionnelle. L'article 13 n'a pas été abrogé, à ma connaissance. Et c'est vrai que c'est une question délicate, très délicate même normalement, puisqu'il y a un partage qui est fait, un partage de compétences. Donc c'est un problème de chevauchement de compétences, là, manifestement. Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est un nouveau texte, par exemple, qui permettrait à Pôle emploi de s'occuper aussi des jeunes, voilà, ou est-ce que c'est une pratique de Pôle emploi de s'intéresser maintenant aux jeunes sans les renvoyer à la mission locale? Voilà. Si il y a un texte, bien, il y a deux textes contradictoires. En tout cas, l'un n'exclut pas l'autre. D'autant plus que les textes généraux ne font pas de distinction sur la mission de Pôle emploi. Donc, il peut y avoir ici une compétence, mais qui apparaît résiduelle. Hein, on reviendra au principe. Hein. Normalement, c'est la mission locale. Si il n'y a pas de texte, hein, évidemment, c'est un problème de mésentente entre deux services publics. La meilleure façon de régler la question, c'est de signer des conventions pour coordonner les compétences. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs la NPE, vous savez, quand elle était à la recherche d'un meilleur fonctionnement du service public de l'emploi. Elle signait des conventions de coordination avec l'AFPA,
avec les ACDIC. Voilà. Avec l'AFPA, les ACDIC. Et puis, on est arrivé à cette situation de fusion. Voilà. Je pense que c'est la meilleure solution que de signer ces conventions de coordination qui permettent de faire respecter les droits des uns et des autres. Voilà. Alors, attention, dire qu'il y a un droit exclusif, je vous l'ai dit, il y a plusieurs obligations d'accompagnement. L'accompagnement est à la charge de plusieurs partenaires. On a parlé de l'employeur, mais j'aurais pu parler aussi de l'administration pénitentiaire, de l'administration en charge du suivi des handicapés, etc. Donc ici, il y a plusieurs partenaires, de toute façon. Le mieux, c'est la convention de coordination. Oui. C'est des choses, vous savez, qui sont malheureusement fréquentes aussi dans le fonctionnement du service public. Je vous prends un exemple. Moi, je le connais à l'université. Qui a des liens avec l'université? Alors, on dit c'est la région. Il y a même un budget dans les textes, etc. Mais nous, dans le Vaucluse, le conseil départemental noue des relations avec l'université. Il le fait presque sans texte. Et puis, il y a un partenaire aussi, toujours dans les villes, vous savez, c'est la mairie, qui est toujours très intéressé par le fonctionnement de l'université. Eh bien, on traite avec les trois. On a des conventions avec les trois. Donc, même s'il y a une compétence de principe avec la région, et notamment les bourses de recherche existent au niveau de la région. Là, pour le coup, c'est la région qui pilote ce type de bourse. Mais nous, on peut trouver aussi d'autres partenaires intéressés par le fonctionnement de l'université. On s'en préoccupe beaucoup en province parce que ce sont des partenaires qui sont importants. Peut-être moins les universités parisiennes, oui. Mais vous voyez, c'est le problème des chevauchements de compétences qui donc appellent des concertations. On peut prendre une dernière question ? Oui, simplement pour situer le fait que le droit à l'accompagnement pour des publics en exclusion, il est souvent vidé de son sens quand il n'y a pas d'accès aux droits réels que sont les droits opposables sur la santé ou droits opposables au logement. Donc aujourd'hui, on a un droit à l'accompagnement qui est assez ténu finalement. Oui, c'est vrai, d'autant plus que c'est un public un peu évanescent. Hier, on a entendu, c'est l'invisible. Voilà, ce public-là n'est pas organisé, il n'est pas syndiqué. Les syndicats d'ailleurs s'y intéressent pas tant que ça, ce qui peut être dommage d'ailleurs. Et donc en fait, il y a assez peu de contentieux sur la question. Mais quelquefois, et puis alors la situation est complexe. Pourquoi ? Même si on a créé des blocs de compétences, vous savez, le Conseil de prud'homme, pendant très longtemps, on ne savait pas, notamment quand la structure d'accueil est de droit privé mais exerce une mission de service public, on ne savait pas s'il fallait saisir le tribunal administratif ou le juge judiciaire. C'est d'ailleurs, quand il y a un contentieux avec la mission locale, je pense aussi que c'est une question qui doit se poser, notamment dans une relation de travail qui marche plus ou moins bien. Qui est compétent ? C'est le tribunal administratif ou le conseil de prud'homme ? Voilà. C'est le juge judiciaire ou le juge administratif. Pendant très longtemps, vous savez qu'il existe entre les deux ordres une juridiction qui est convoquée de manière exceptionnelle, c'est le tribunal des conflits. Pendant très longtemps, une grande partie des décisions du tribunal des conflits portaient sur les contrats aidés. Voilà. Alors, depuis, on a mis en place un bloc de compétences et on considère que le juge naturel, c'est bien le juge prud'homal. Je vous remercie pour vos interventions et vos éclairages.